La thématique de ce matin, qui est le développement d'affaires, la business, ainsi de suite. Je pense que je vais fermer ma présentation, puis on va se parler entre quatre yeux parce que je me rends compte que la thématique de ce matin, je l'ai amenée dans nos rencontres avec l'équipe parce que je me suis rendu compte que pour certains, c'est un sujet tabou. Certains d'entre vous le savez peut-être, j'ai donné beaucoup de formations sur la recherche de commandites, sur le développement du financement dans mon ancienne vie. Et à chaque fois que j'arrivais avec un groupe de gestionnaires, puis je leur demandais s'ils se percevaient comme des vendeurs ou des vendeuses, bien, la majorité me répondait non. Puis après ça, je leur demandais, bien, écoute, tu ne fais pas de la recherche de partenaires? Ben oui. Tu n'es pas en train d'essayer de mobiliser ton équipe? Ben oui. Tu n'es pas en train d'essayer de recruter des administrateurs? Ben oui. Donc, tu fais de la vente. Ben oui, mais ce n'est pas vraiment de la... Oui, c'est de la vente. C'est du développement d'affaires, c'est du réseautage, puis c'est votre quotidien beaucoup plus qu'on peut s'en rendre compte. Le problème, c'est que souvent, ça ne fait pas partie ni de la culture, ni nécessairement des aspects qui sont valorisés. Fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois invités avec moi que je vais les laisser se présenter, qui vont pouvoir nous en parler. J'ai deux gestionnaires qui sont là-dedans presque à temps plein, puis je suis très content de les avoir. Et on a un opérateur de plateforme qui sert au réseautage, qui va pouvoir aussi nous parler de la partie virtuelle. Fait que je vais laisser les gens s'introduire. Je vais commencer avec toi, Julie, peut-être, là, si tu veux juste nous dire qui tu es, d'où tu viens, puis pourquoi tu es là ce matin. Très heureux de te recevoir d'ailleurs. Je pensais que je serais la dernière à passer. Mais c'est pas grave, Ah non, mais écoute. Non, ça me fait plaisir de briser la glace. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir été invitée à participer à ce panel-là. Merci de l'invitation, Stéphane. Je suis Julie Larochelle, je suis directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. La Vallée du Richelieu, c'est pas la Vallée du Richelieu, mais la Chambre de commerce, notre mission, c'est d'assurer le développement de saines entreprises et un milieu social fort par plusieurs actions, évidemment, qu'une Chambre de commerce fait. Donc, c'est dans ce contexte-là que tu m'as invité, Stéphane. Ouais. Mais j'ai un parcours qui fait en sorte que je la gère peut-être d'une façon différente que les autres. Oh oui, on va en parler de ton parcours tantôt parce que je pense que c'est important. Tu es un très, très bel exemple là, de quelqu'un qui ne venait pas d'un secteur où le développement d'affaires était inné, disons. Je À vais voir. laisser. C'est ça, on va en parler. Jean, à ton tour, Jean Pigeon. Bonjour tout le monde, Jean Pigeon, je suis le directeur général à la Fondation Santé Gatineau à Gatineau. Donc, la Fondation Santé Gatineau, notre mission, c'est de recueillir des fonds pour le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de l'Outaouais. Donc, notre mission a plusieurs volets en santé et en services sociaux. C'est très large le spectre d'investissement qu'on fait comme organisation philanthropique. Donc, on touche autant à la santé mentale, les résidences pour personnes âgées en CHSLD, au niveau naturellement des hôpitaux de la région, services sociaux. Donc, on fait de multiples projets que je qualifie toujours des projets de rehaussement et d'optimisation pour appuyer notre réseau de la santé. Donc, j'ai un profil très philanthropique. Donc, moi, quand j'entends vente, puis je l'ai dit à Stéphane, ça me chatouille déjà toujours un peu. Oui, j'ai hâte d'en discuter avec vous tous. Puis, dans le fond, moi, je vois une différence entre la vente et la collecte de fonds, mais les principes sont les mêmes. Mais si je peux déjà affirmer mes couleurs, c'est plus difficile de faire de la collecte de fonds que de faire de la vente. On va en reparler, Jean, merci. Tu as introduit déjà les nuances. Puis les nuances vont être importantes, mais en même temps, on va se rendre compte que fondamentalement, ça reste des contacts humains. Guillaume, à ton tour. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation à l'équipe d'Espace OBNL. Très heureux d'être avec vous. Donc, je m'appelle Guillaume Fortin. Je suis le président fondateur de PairConnect, une petite PME québécoise qui existe depuis une dizaine d'années. On favorise la connexion professionnelle avec des technologies, donc notamment avec en effet une plateforme qu'on utilise dans l'événementiel, hybride, virtuel, présentiel, et puis avec les associations, beaucoup. Presque toute notre clientèle sont des OBNL et j'ai un passé de gestionnaire en OBNL aussi, notamment dans des chambres de commerce, mais j'ai travaillé dans des syndicats, dans le domaine privé, j'ai travaillé comme vendeur, j'ai travaillé comme employé, comme gestionnaire. Et puis avec les années, le hasard de la vie a fait que j'ai toujours travaillé dans le domaine du réseautage. J'ai développé une expertise.
impliqué dans des milliers d'activités de réseautage, autant comme participant, comme organisateur, comme concepteur de concepts d'activités de réseautage, comme conférencier, formateur. Alors, j'ai bien hâte de cette partie-là pour vous en parler aussi à ce niveau-là. Ça risque d'être très intéressant. Merci, Guillaume. Écoutez, je pense que si on place le contexte un petit peu, là, on ne peut pas mettre de côté le fait que les 2 dernières années, avec toute l'annulation des événements en présentiel, ça a un impact sur les différents aspects de développement des organisations. Parallèlement, les revenus pour la partie plus partenariat sont plus importants que jamais. Je le disais d'entrée de jeu, pour certains secteurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'entends des drôles de discussions. Puis des fois, j'ai des discussions avec des gestionnaires puis des conseils d'administration où quasiment parler business, parler de développement d'affaires, parler de réseautage, c'est un peu banni comme si, nous, on est là pour le côté social. Oui, mais pour le développement. Mais en même temps, il y a en arrière de ça des enjeux d'affaires. Puis je pense que moi, ça me gêne à chaque fois, puis je trouve ça important d'en parler. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, ce n'était pas votre premier métier, la gestion d'OBNL, le développement d'affaires, et ainsi de suite. Vous êtes souvent des anciens intervenantes, des gens qui étaient plus en communication ou des gens qui étaient ailleurs dans l'opération de la mission. Puis là, on vous a propulsé à la tête des organisations en vous demandant de dire, bien, écoute, là, il faut que tu ailles chercher du monde, il faut que tu ailles chercher de l'argent, il faut que tu ailles chercher des partenaires, puis nous chercher des bénévoles, puis va nous chercher des administrateurs. Puis, fait que ça met beaucoup de pression, puis je veux qu'on se donne le temps peut-être d'y réfléchir, de se donner peut-être quelques trucs, mais aussi de voir comment vous intégrez là-dedans. Donc, tout au long de l'activité ce matin, je vous invite à utiliser le bloc de discussion pour poser vos questions. On se gardera peut-être un petit moment à la fin là, pour des questions à main levée, là, mais au fur et à mesure, on va essayer d'y répondre. Puis, si on est capable d'avoir des exemples avec Julie, Jean et Guillaume, ça va être assez intéressant. D'entrée de jeu, Jean et Julie, j'ai une petite question pour vous. Vous considérez-vous comme des vendeurs ou des vendeuses? Jean, tu as quasiment répondu. Je vais te laisser finir ta réponse. Tu as déjà ouvert la porte à ma première question. Bien, la réponse est oui. Oui, je me vois comme un vendeur. Est-ce que je me décris comme un vendeur? C'est non, parce que je pense qu'il y a une nuance entre les deux. Pour moi, dans le langage commun, vente, c'est plus, on a l'image du vendeur de voiture, on a l'image d'un bien, on a une transaction financière en tête, mais ça demeure que convaincre quelqu'un d'adhérer à quelque chose, c'est de la vente. Puis je me considère, dans le fond, un vendeur en collecte de fonds dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'il y a des choses qui sont identiques, mais il y a des choses aussi qui sont très différentes. Au niveau philanthropique, contrairement peut-être à un niveau où est-ce qu'il y a un bien ou une transaction qui est fait, quand on regarde ce qui est identique, ben, je pense que c'est beaucoup dans la structure des équipes. Ça prend des gens qui sont en mesure d'avoir un bassin de gens qui vont adhérer, qui vont appuyer, que ce soit par un don, que ce soit par un achat. Ça prend des gens qui sont compétents, qui sont des gens qui sont bons en relations humaines, qui sont capables de vraiment créer des liens. Donc, il y a des similitudes qui sont énormes à ce niveau-là. Mais en ce qui est peut-être différent, je pense que c'est vraiment au niveau de ce qu'on vend. Dans le fond, en milieu philanthropique, c'est une vision, on parle toujours de l'impact. On sait qu'il y a aussi de l'évolution en philanthropie. Là, les gens ne donnent plus vraiment une cause. Ça a évolué des années 90. Là. Maintenant, les gens, c'est beaucoup plus un don d'impact. Ce qu'ils cherchent à percevoir, moi, je dis toujours que les gens veulent changer le monde. Peut-être pas planétairement, mais au moins dans leur communauté, dans leur localité, ils veulent changer le monde. Donc, ça, c'est peut-être ce qui est différent. Donc, ça prend vraiment des bons arguments pour que les gens soient capables de définir 3 ingrédients qui sont très précieux. C'est de démontrer l'urgence, démontrer le besoin, puis de faire tout ça avec de l'émotion. C'est vraiment peut-être là où il y a une petite différence dans la vente, dans nos milieux. Puis, je pense aussi, puis je l'ai dit tantôt, que c'est plus difficile probablement en collecte de fonds parce qu'on ne le dit peut-être pas assez souvent, mais il y a beaucoup, beaucoup de compétition. Il y a, je ne sais pas combien de milliers, 80 quelques mille organismes sans lucratif au Canada. C'est beaucoup, beaucoup de compétition. Puis c'est un bassin de donateurs restreint. C'est sûr qu'il faut patauger à l'intérieur de tout ça. Puis il faut être en mesure d'aller chercher son lot de personnes qui vont adhérer et qui vont venir appuyer ce qu'on fait. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ouais, mais il y a des causes qui sont plus populaires que d'autres. Jean Pigeon, il vient d'une fondation santé. C'est le sujet avec la pandémie, etc.
Oui, c'est vrai, mais j'ai aussi travaillé dans des milieux de pauvreté. J'ai créé une banque alimentaire régionale, une moisson, Moisson-Outaouais. Je pense que le message peut être bon s'il y a une bonne vision, si on a les bons arguments pour le faire. Puis ben, ça vient avec les techniques philanthropiques. Directement dans ton exemple, tu as abordé quelque chose qui va être important, puis on va y revenir tantôt. Tu as parlé de développer une stratégie. C'est que tes trois items, là, c'est une stratégie, ça. C'est pas juste je rencontre quelqu'un puis j'ai une discussion avec. Là. Fait que ça, c'est un élément qui est important sur lequel on va revenir. Et toi, Julie, es-tu une vendeuse? Oui, c'est ça. Ce terme-là, effectivement, quand tu m'as invité à participer à ça sous cette prémisse-là, j'ai fait hey, j'avais jamais vu ce que je fais comme étant ça, honnêtement, là. Puis effectivement, ça a comme une connotation très péjorative, alors que ça n'a pas lieu d'être, vraiment. Donc, probablement que oui, je suis une vendeuse. Par contre, je me vois pas comme une. Tu sais, on dirait, mettons, ben Julie, toi, tu es capable de vendre un frigidaire à un Esquimau. C'est faux, je ne suis pas là pour ça. Moi là, il faut que j'embrasse la mission de l'organisation que je défends. Il faut que ça soit vraiment. Il faut que je sente que je fais une réelle différence. En ce sens-là, je rejoins totalement ce que disait tout à l'heure Jean, excuse-moi. Donc, il faut que je sente que j'apporte quelque chose pour être créative, pour être stimulée à travers tout ça. Il ne faut pas qu'on me parle d'objectifs de vente. Au contraire, moi, j'y vais plutôt par il faut que je raconte une bonne histoire, il faut que je m'adresse aux émotions des gens. Je suis directrice générale d'une chambre de commerce, mais auparavant, j'étais présidente directrice générale d'une usine de fabrication de desserts sans allergènes que j'ai bâti moi-même. Alors, c'est clair que on me dit souvent que je gère l'organisme actuel comme si c'était une PME. Et c'est vrai parce que je veux faire des profits, je veux que ce soit rentable, mais surtout, je veux aider les gens. C'était ça le fil conducteur de mon entreprise auparavant et c'est encore ça aujourd'hui. Je veux aider les gens. Je veux contribuer à faire en sorte que mon milieu soit gagnant. Puis pour ça, si c'est en accord avec mes valeurs profondes, ben moi, je peux déplacer des montagnes. Par contre, je ne suis pas une vendeuse. Je suis une personne qui croit en ma mission et qui va la porter plus loin. Je pense que c'est en agissant de cette façon authentique-là, en étant à la place où on doit être et en accord avec là où on doit être, qu'on peut vraiment faire bouger les choses littéralement. Et ben, c'est comme ça que je me vois. Et on pourra parler davantage de stratégie et tout ça, mais moi, c'est comme ça que je me vois, que je me perçois. Ben, c'est tout à ton honneur. Mais ce que j'entends de vous deux, puis je le sais que les autres vont le partager, c'est qu'au-delà de la vente, c'est surtout d'être convaincant et d'être porté par la mission. Il y a un élément de ce que vous dites qui, je pense, qui est essentiel, c'est d'y croire au-delà de plus que juste travailler dans l'organisation. Il y a comme en quelque part là, un élément un petit peu plus supplémentaire. Là, je vois hocher de la tête toutes les deux, puis j'en vois d'autres qui hochent de la tête. Là. Il y a comme cet élément-là qui est un petit peu plus important. Là. On ne fait pas juste travailler pour l'organisme, on y croit, on l'endosse, puis on veut essayer de convaincre les autres au bienfait de ce que l'organisme peut poser. Fait que ceux qui peuvent aborder le développement d'affaires ou les rencontres comme étant quelque chose où ça vous donne des blocages, où vous êtes gêné. Dans le fond, c'est peut-être le premier truc, c'est de partager vraiment, d'être capable de dire qu'est-ce que l'organisme fait et en quoi il y a du positif dans l'interaction. Ça va nous amener à parler, et puis ça va être peut-être une thématique pour 2023, là, les impacts sociaux, les impacts économiques, puis parler des impacts de nos organismes. Là. Oui, les impacts reliés à la mission, mais les impacts plus larges. Tu sais, puis on parlait de milieu d'affaires tantôt avec Julie, et que ce n'est pas juste ses membres, c'est au-delà de ses membres. Fait que, tu sais, quand tu es investi, quand tu crois à ton organisme, ça devient beaucoup plus facile de demander une rencontre à quelqu'un. Parce que déjà là, ça, c'est le premier geste, là, on s'entend, là, de demander la rencontre, faire du cold call. Hein, tu sais, hey, cette personne-là, je suis gêné, je ne la connais pas. Là, il faut que je décroche le téléphone, il faut que je lui demande un rendez-vous ou il faut que j'y envoie un courriel. Ouais, puis très souvent, on va faire ça par courriel maintenant. Mais là, tu sais, donc, si on a déjà cette motivation-là qui garde au fond de soi, je pense que c'est peut-être la première étape. Je suis curieux de vous entendre aussi sur qu'est-ce que vous avez appris
de votre développement d'affaires qui a changé depuis 2 ans par rapport au virtuel? Pour revenir à toi, Guillaume, là-dedans aussi, là, par rapport à ce que tu vois au quotidien. Là. Jean? Oh, écoute, c'est 2 ans qu'on ne peut pas s'imaginer, qu'on ne peut pas se préparer, mais je pense que ce qu'on a appris là-dedans, c'est je reviens à la vision, là, c'est l'importance de sa vision là-dedans, puis de l'ajuster selon la réalité de où on est rendu. Nous, ça a beaucoup changé, puis évolué, puis bonifié notre vision. Puis il a fallu s'ajuster avec ça pour que l'interlocuteur à qui on parle, ça résonne peut-être davantage. Dans notre cas, ce que ça veut dire, c'est qu'une fondation en santé qui ramassait avant la pandémie des dons, ça fonctionnait bien, on avait du bon succès, mais maintenant, avec le gouvernement qui injecte des millions, voire des milliards de dollars dans le système de la santé, on peut se demander si c'est toujours nécessaire de faire en sorte qu'une fondation ait un rôle à jouer à l'intérieur de tout ça. Puis la réponse, il faut qu'elle vienne de l'organisation, il faut se questionner. Puis je pense que tous ceux qui occupent un poste de direction, vous êtes les leaders de vos organisations ici. Et ça repose sur nos épaules, bien souvent, de trouver c'est quoi la voie, qu'est-ce qu'on veut utiliser comme message, comment on va le faire. Donc oui, je réitère, puis j'appuie absolument les termes de Stéphane quand tu dis qu'il faut qu'on soit pas juste convaincu, il faut être convaincant, mais il faut être passionné. Moi, je me lève le matin, j'ai hâte que tous les enfants sont dans l'autobus, partir à l'école pour venir travailler. C'est un plaisir, mais c'est parce que je le vis, je le transpire. Et là-dessus, ce qu'on a fait, nous, pour s'ajuster, c'est vraiment de prendre le contexte puis de l'amener dans notre réalité. La façon qui était simple, c'est de dire, est-ce qu'on veut être spectateur, la communauté de l'Outaouais, des investissements qui vont se faire? Et il y a un projet de construction d'un hôpital là, en Outaouais, là, pour ceux qui ne sont pas de notre région. On a été peut-être dans la bonne vue du gouvernement de faire des investissements. C'est un projet de 2,5 milliards. On ne va pas regarder les choses aller comme communauté. On veut, nous, participer à ça. C'est ça le message, en fait, que moi, je dis beaucoup auprès de nos donateurs avec mon équipe. C'est vraiment de dire, soyons pas spectateurs. Profitons, justement, de la première fois dans probablement 100 ans là, qu'on va pouvoir contribuer réellement. Puis faisons-le aussi pour les 100 prochaines années. Donc, il y a un langage adapté, puis il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses, il ne faut pas avoir peur d'être convaincant, il ne faut pas avoir peur de prendre sa place avec son organisation. Je crois que tout OBNL a un rôle à jouer dans la société, sinon on n'existerait pas. Mais c'est quoi cette valeur ajoutée-là? Puis il faut l'adapter au contexte, justement. On a vu que les mesures sanitaires, les restrictions, ça pèse lourd pour plusieurs, puis on est content là, d'aller vers le déconfinement. Mais on sait que toutes ces choses-là sont venues à cause que notre système de la santé était trop fragile pour pouvoir passer à travers une pandémie sans ces mesures-là. Il est du pas temps de bien construire, bien préparer, puis prévoir l'avenir. Donc, nous, c'est ça le message qu'on s'est adapté. C'est comme ça qu'on parle maintenant aussi beaucoup auprès de nos donateurs, qu'on essaie aussi de faire des projets qui résonnent dans ce sens-là. Et pour moi, c'est ça, s'adapter. Puis je pourrais parler longtemps. Jean, c'est clair que tu es passionné. On ne peut pas dire le contraire. Là. C'est clair ce matin. Là. Je pense qu'on a, en termes, on dit advocate, là, on a quelqu'un qui endosse la cause. Mais est-ce que malgré, puis je comprends clairement que chez vous, c'était des opportunités, mais est-ce que tu as vécu l'isolement, la transformation numérique et tout ça? Est-ce que ça a changé des choses dans ta façon de faire ton développement? Et je sais qu'il y a des membres de mon équipe qui écoutent le webinaire puis ils vont peut-être rire, mais moi, je suis la personne qui déteste le plus le télétravail sur l'équipe parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime la distance. Je déteste ça. J'aime le contact humain et puis ça fait partie de mon ADN. Donc, comment on fait pour s'adapter avec ça? Comment on fait pour utiliser des outils? Tu sais, j'ai jamais reçu autant de courriels. Je déteste le courriel. Je trouve que c'est froid, ça n'a pas de candeur. On n'a pas un ton dans un courriel. Je pense qu'il faut s'adapter puis il faut utiliser toutes les plateformes qu'on a. C'est sûr que là, il y a des outils technologiques qui nous permettent de se voir, de se parler. Il ne faut pas oublier aussi que le téléphone existe encore. Puis le téléphone nous permet d'avoir un contact chaud puis super intéressant avec des gens. Moi, des cold calls, je ne connais pas ça. Je veux dire, pour moi, c'est tout le temps, là, si on regarde des cold calls, c'est que dans le fond, il faut amener de la chaleur dans ce qu'on fait plus que maintenant.
Puis les gens s'attendent à ça. Puis je pense aussi qu'il faut prendre le temps, dans le contexte actuel, d'être un être humain avant tout, avec des êtres humains. Je ne commence jamais un appel ou un échange avec quelqu'un en disant « là, je vais avoir de l'argent de ta part. » Là, ça ne part pas comme ça. C'est comment ça va, comment va la famille, comment vont les enfants, qu'est-ce qui se passe. Tout le monde vit des choses et a envie d'en parler. Donc, la chaleur humaine est peut-être plus importante dans un contexte comme ça parce qu'elle nous manque, mais c'est ça aussi qui bâtit des relations, puis on gère des relations avec les gens, puis c'est fondamental. Julie, toi, 2 ans, tu prends ça comment? Mon Dieu, c'est dur de passer après Jean. Il est tellement éloquent. Non, mais pour vrai, tu dis les choses. J'adhère à ce que tu dis totalement. Ce qui nous différencie peut-être, c'est que moi, pour moi, les communications, j'en mange. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis au monde. J'aime ça. J'aime ça. Mais par contre, effectivement, il n'y a rien comme de prendre un téléphone et de parler directement à quelqu'un. Moi, pour ma part, là, comme je disais tout à l'heure, quand il y a eu le gros shutdown, je pense que j'ai accusé le coup, puis le lendemain, puis des gens pourraient en témoigner. J'étais déjà sur Facebook, là, ce que je vais vous dire, vous allez dire, ah oui, mais à l'époque, ça n'existait pas comme tel. J'essayais de trouver une plateforme pour faire un genre de duo avec quelqu'un, un interlocuteur, parce que je voulais déjà commencer à parler avec mes entrepreneurs, prendre le pouls de leur situation. Je vais être comme un marathon pendant tout le printemps 2020 avec des duos, des duplex, avec des entrepreneurs de la région. C'était des commerçants, des restaurateurs, c'était des industriels, tout ça, des constructeurs, puis à prendre le pouls à 15 heures, c'était notre rendez-vous. Et les gens nous ont écoutés, nous ont suivis. Fait que j'ai utilisé ces outils-là. Dès qu'il y avait quelque chose, j'étais à l'affût toujours de ce qu'il y avait de nouveau qui sortait sur le marché, entre guillemets, puis justement pour essayer de permettre aux gens de briser leur isolement, parce qu'au début, on perdait tous nos repères, tout le monde. Fait que j'ai vu comme une opportunité pour nous de montrer notre pertinence en tant que chambre de commerce. J'ai vraiment, cette fin de semaine-là, là, je faisais des tests, puis les gens me voyaient, puis ils m'encourageaient dans ma région, tout ça, je testais. Maintenant, on est allé avec BeLive à l'époque. Et ce qu'on s'est dit, dès le lundi, je dis à mon équipe, premièrement, on a pleuré un bon coup. Puis après ça, j'ai dit, puis il faut se le permettre, ça. On était paniqués un peu, on ne savait pas ce qui nous arrivait, personne. Moi, ma priorité à ce moment-là, c'était 2 choses. C'était m'assurer que mon monde ne perdait pas leur emploi. Puis deuxième chose, c'était aider mes membres et la collectivité. Je suis très implantée, je suis très impliquée dans toute ma communauté d'affaires. Fait que j'y ai vu là une réelle opportunité d'être une présence rassurante, une personne dynamique, une flamme, un feu pour que les gens qui étaient perdus puissent, c'est pas prétentieux là, du tout, mais que les gens puissent avoir comme quelque chose de stable à suivre, quelque chose de positif. Puis à chaque fois que je préparais l'entrevue quotidienne, je disais toujours aux entrepreneurs, on le sait là, qu'on est dans une pandémie, qu'on n'a jamais vécu ça, on est dans la merde. On le sait tous. Mais est-ce qu'on a besoin d'en rajouter? On n'est pas dans un pays de licorne. On peut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est très dur, mais on peut aussi essayer de trouver, de voir ce qu'il y a de positif s'il y en a. Fait que mes invités étaient aussi choisis par séquence selon l'évolution de la chose. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser les outils qui étaient offerts. Moi, toute cette évolution rapide technologique-là, je vois ça comme quelque chose de très positif. Oui, c'est fatigant, les Zooms et tout ça, mais on aurait jamais, s'il n'y avait pas été question de la pandémie, on n'aurait jamais progressé aussi rapidement que ça. Fait qu'il y a des choses qui ressortent qui sont très positives. Puis là, ce qu'on m'a dit par la suite, c'est hey, moi, tes rencontres avec les entrepreneurs, là, c'est drôle, je les écoute quand je fais mon jogging ou quand je lave ma vaisselle. Fait que là, j'ai fait hey, ce serait le fun de faire un podcast. Je suis tannée de me voir la face. Peut-être que les gens vont plus nous suivre si on fait ça. Et on s'est lancé dans l'aventure de faire des balados. Et c'est en allant comme ça, au gré aussi de
mon contact avec la réalité des gens sur le terrain, à défendre, à choisir local, c'est gagnant. On a lancé ça en pleine pandémie. Ça s'est transformé en grande virée des fêtes, en mini-gala des lotus pour souligner les gens qui s'en sont tirés. Le lotus, c'est une plante qui pousse dans des déchets. Alors, on trouvait que le symbole était fort. Fait que c'est tout le temps d'essayer d'être inspiré par les gens puis de les aider, notre moteur, littéralement. Avant d'aller à toi, Guillaume, là, il y a quelque chose que vous illustrez puis qui est important quand on parle de questions de développement d'affaires. Vous ne l'avez pas dit directement ni l'un ni l'autre, là, mais il y a une authenticité de contact puis il y a un souci de l'autre qui doit être présent. S'il y a quelque chose qu'on peut reprocher, mettons, à l'image du vendeur traditionnel, c'est la personne qui a une intention transactionnelle beaucoup trop forte. Tu sais, qui t'approche, pas parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut te vendre quelque chose. Tu sais, puis on va revenir à l'image cliché, là, Julie, de la chambre de commerce. Là, tu es dans une activité, puis là, tu as le vendeur, souvent un vendeur d'assurance, tout ce qu'il fait, lui, il veut te donner sa carte d'affaires, puis le restant, là, qui tu es, ce que tu viens. Il n'est pas en train de développer une relation, puis il n'est pas dans l'authenticité d'avoir un contact humain non plus. Fait que je pense que une des leçons que je retiens de vos deux interventions, c'est l'importance de ça et cette importance-là, dans le contexte qu'on vit depuis 2 ans, comme quoi c'est encore plus grand de garder cette relation-là, puis de la cultiver. Tu parles de lotus, là, mais on va parler de culture. Là. Puis je vais vous faire une petite confession. Il y a des partenaires d'Espace OBNL, moi, que c'est des gens que j'ai rencontrés dans des activités de jeunes chambres de commerce il y a 16 ans, 17 ans. Ça n'a pas été payant à l'époque, mais c'est toujours des gens avec qui j'ai gardé contact. Et c'est des gens qui, maintenant, sont devenus des joueurs essentiels dans notre écosystème aussi. Là. Notre étude, puis je vais donner l'exemple précis, notre étude sur la rémunération n'aurait pas existé si je n'avais pas rencontré Jérôme Côté il y a 17 ans. Des fois, il ne faut pas négliger. Des fois, on rencontre une personne, puis parce qu'on pense qu'elle n'est pas importante actuellement dans notre écosystème, dans nos enjeux d'affaires là, bien, ça diminue sa valeur. Puis je pense que ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut faire attention à ce piège-là. Guillaume, ton point de vue, spectateur depuis 2 ans, oui, intervenant, parce que tu arrives avec les solutions comme Julie parlait tantôt, là, mais toi, tu as vu plein de choses se passer. Là. Tu résumes en termes de gestion de développement d'affaires, tu résumes ça comment, toi, 2 ans de pandémie? Oui, on a 2 super beaux témoignages de Jean et Julie. C'est vraiment intéressant de voir. Ils ont amené, selon moi, tous les points importants qu'il faut dire. On se met beaucoup de barrières psychologiques, je trouve, en ce moment, au fait qu'il y a une pandémie, qu'on doit vendre. Déjà, la vente, on le dit, il y a des gens qui le voient de manière très péjorative, donc ils sont un peu mal à l'aise. Mais quand on vient à ce que tu disais, Stéphane, du scénario du vendeur de balayeuse ou d'assurance qui nous harcèle, ben pourquoi on garde un traumatisme de cette personne-là? C'est parce qu'elle essaie de nous vendre de quoi qui ne nous intéresse pas puis dont on n'a pas besoin. Puis Jean et Julie ont beaucoup misé sur la pertinence, sur le fait d'être convaincu, sur le fait de s'adapter. Puis je suis sûr que tous les gens ici, vous avez une offre, des services, des activités, vous avez une organisation dans laquelle vous croyez. Puis je pense que c'est une organisation que vous êtes convaincu, en tout cas je l'espère, que cette organisation-là peut aider votre clientèle. Alors, votre clientèle, là, vous n'êtes pas en train de leur pousser quelque chose qu'ils ne veulent pas avoir. Si vous êtes convaincu que vos produits, vos services sont pertinents, vous leur offrez simplement de les aider, ces gens-là. Alors, il n'y a pas de gêne à approcher des gens pour leur offrir de l'aide, leur dire, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour être utile pour toi, ça ne t'intéresse pas de problème, mais tu sauras que ça existe, puis éventuellement, ben, on pourra peut-être se parler si le besoin vient. Alors, enlevez cette gêne-là de dire que vous allez les déranger, vous allez les pousser, parce que vous êtes utile. On appelle ça le principe Kennedy. Si tu te rappelles la phrase célèbre de John Kennedy, c'est-à-dire, c'est pas ce que tu peux faire pour ton pays, c'est pas ce que ton pays peut faire pour toi, c'est ce que tu peux faire pour ton pays. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est pas ce que ton client peut faire pour toi, c'est ce que tu peux faire pour ton client. Si tu as cette démarche proactive-là pour vouloir aider, en général, ça vient de régler bien des choses. Là.
puis vous allez peut-être parler avec des gens qui vont être tellement contents que vous les appuyez à ce moment-là parce que tout d'un coup, vous allez leur offrir une solution à un problème qu'ils vivent. Puis c'est comme ça qu'il faut voir, je pense, la vente. Puis pour le côté pandémique, ben oui, on se met des barrières, on est moins habitué et tout ça parce qu'on doit découvrir des nouveaux outils. Mais il faut aussi voir le côté positif des choses. Moi, j'anime des groupes de réseautage, je rencontre des centaines de personnes chaque année qui me racontent un peu comment ils ont vécu la pandémie. Je trouve ça le fun, je les ai suivis dans les 2 dernières années, puis j'ai vu le discours évoluer. Puis oui, il nous manque le côté humain, puis oui, on s'ennuie de ça, mais il y a aussi un côté efficacité qu'on a gagné. Combien d'heures par semaine vous avez regagné? Là? Je pense ceux qui vivent dans les villes, là, où vous deviez vous déplacer pour aller rencontrer des gens, vous étiez pris dans le trafic, le stationnement. Moi, j'ai des gens qui me disent là, qu'ils ont gagné jusqu'à 10 à 12 heures par semaine à eux, du temps improductif qu'il y avait avant à se déplacer et tout ça. Oui, on est sous un feu roulant. Des fois, on commence le matin à 9 heures avec des Teams et des Zooms, puis à 17 heures, on a juste switcher d'un meeting à l'autre, comme on dit. Mais ceci étant dit, ça vous permet de parler à plus de monde, ça vous permet d'aider plus de gens. Et puis, les gens aussi à qui vous parlez ont peut-être un peu plus de temps pour vous écouter aussi. Gardez ça en tête. Moi, je trouve que c'est plus facile de rejoindre les gens depuis le début de la pandémie, de trouver un petit 15 minutes pour parler avec quelqu'un dans sa journée. Là. Ben, avant ce 15 minutes-là, il était peut-être entre 2 meetings, puis il n'avait pas le temps de me le donner. Maintenant, il est capable de le prendre, puis me dire, OK, parfait, j'abuse pas de leur temps, puis je réussis à leur parler, mais il y a cette efficacité-là de dire, écoute, on va se faire un suivi, un 30 minutes en Teams, puis je vais te partager mon écran, puis je vais pouvoir te montrer, puis on va être très, très efficace dans notre échange, puis tu vas pouvoir retourner à tes autres affaires après. Fait que gardons ça, ce volet-là aussi qui est positif, puis des fois, ça prend une rencontre en personne, mais je ne suis pas sûr que c'est toujours nécessaire de se déplacer, d'aller rencontrer la personne, parce que des fois, on a juste besoin d'un petit touch-up. Puis regardez, je vous regarde à l'écran en ce moment, là, je suis chez vous, là, je vous vois dans votre environnement, chez vous. Je trouve qu'il y a un côté aussi, je sais pas, intimité, connexion, quand je me retrouve dans un Teams avec quelqu'un qui est chez lui. On est souvent, le chat embarque sur l'écran. Tantôt, on voyait des gens avec leurs enfants. Moi, je trouve que ça aide à faire tu parlais d'authenticité, Stéphane, ça aide à faire un contact des fois où on est capable d'aborder d'autres choses, on est capable de parler de tout ça. Et puis voilà. Donc, les gens, je trouve, des fois, sont plus détendus. On n'est pas tous à l'aise de se voir à la caméra, mais gardons le côté aussi efficacité, là, je te dirais, du volet très technique de la vente ou du développement des affaires par voie virtuelle depuis le début de la pandémie. Puis moi, à chaque fois que je m'en vais rencontrer un de mes clients en auto, puis que là, je me cherche un stationnement, puis que j'ai peur d'arriver en retard à mon prochain meeting, je me dis, hey, je m'ennuyais pas de ça. La rencontre, je suis content de la faire en face, là, mais il y a tout le avant et le après où je me dis, hey, monsieur, j'aurais pu faire 3 autres meetings dans ce temps-là. C'est une perte d'efficacité. Alors, tu sais, on va trouver un équilibre, là, mais essayez de voir aussi le côté positif de tout ça, selon moi. Il y en a plusieurs. Puis, je vais surfer sur la question de Daniel. Julie, tu as commencé à y répondre, là. Daniel, tu poses la question sur la présence des OBNL dans les chambres de commerce. Puis avant d'aller à toi, Julie, là, je veux amener cette question-là un petit peu plus large. On va la prendre sur l'angle du réseautage, puis sur l'angle de sortir de vos opérations. Une autre des problématiques que je croise régulièrement, c'est le manque de valorisation que certains conseils d'administration ont de faire sortir leur DG. Okay? Le nombre de fois que j'ai entendu des DG me dire « Ah, ben écoute, là, allez aux activités de mon association professionnelle ou de la chambre de commerce, là, mon CA ne veut pas parce qu'il trouve que ça coûte trop cher et que ça ne rapporte pas. » Okay? Puis ça, je suis sûr que vous l'avez entendu. Puis certaines d'entre vous, parce que c'est majoritairement des femmes ce matin, excusez les quelques messieurs, là, vous êtes à la tête d'associations professionnelles. Tu sais, je regarde Camille, je regarde Nathalie, je sais qu'il y en a d'autres, là. Vous êtes au centre de cet écosystème-là, puis des fois, on n'a pas toujours cette valorisation-là de se dire ma job comme DG, là, une partie de ma job, là, c'est de ne pas être dans les opérations, c'est de rencontrer du monde pour développer des projets, développer du financement, développer des partenariats. Fait qu'il y a intrinsèquement, dans cette définition de tâche-là, d'être gestionnaire d'OBNL, il y a une partie qui doit être du développement d'affaires au sens large. Ne serait-ce que même le recrutement d'employés, recrutement d'administrateurs, recrutement de bénévoles aussi, ça ne se fait pas toujours entre 4 murs. Fait que cette dynamique-là, je pense qu'au niveau de la valorisation, elle n'est pas toujours comprise de la part des CA, puis elle n'est pas toujours comprise aussi de certains DG qui trouvent très réconfortant de rester dans leur bulle et de gérer leurs opérations par rapport au fait de sortir puis de tomber dans l'inconnu.
Moi, je suis curieux de vous entendre, Jean et Julie, plus sur c'est quoi vos trucs pour tomber dans l'inconnu. Donc, une fois qu'on se dit, écoute, je me présente dans un événement, on va prendre la base parce qu'on va revenir à l'événementiel, moins, mais on va y revenir, avec, je suis tout seul, je ne connais pas personne, mais je suis là pour parler de ma passion, puis ainsi de suite. Je vais arriver à vous deux dans 2 instants, là, mais je veux juste que dans la question de Daniel, vous soyez conscient qu'une chambre de commerce, c'est la première étape de ce réseautage-là au niveau local. C'est la place où vous allez trouver vos prochains administrateurs. C'est la place où vous allez trouver vos prochains partenaires. Vos prochains membres sont là aussi. Si vous êtes dans le milieu de la commandite, c'est vos prochains commanditaires qui sont là aussi. Puis très souvent, bien, écoute, on aimerait ça avoir un conseil d'administration plus professionnel. Bien, vous allez trouver ces gens-là. Puis je vais même aller un petit peu plus loin parce que je vais parler d'un programme qui existe entre le réseau des jeunes chambres de commerce et le collège des administrateurs, où il y a des membres de chambres de commerce qui sont formés à la gouvernance une 20aine d'heures par semaine, puis qui se cherchent des conseils d'administration où aller s'impliquer. Je ferme ma parenthèse, chambre de commerce, parce que moi, je trouve ça, je viens de ce milieu-là, j'ai été impliqué très longtemps, puis j'y crois énormément. Mais avant tout, je suis curieux de vous entendre sur, lorsque vous arrivez dans une salle, c'est quoi vos trucs là, pour être capable de vaincre cette peur-là, là, Jean, en premier? Parce que Julie, elle a comme un manuel d'instruction complet. Là. Je sais qu'elle va rajouter un paquet de fois. Je ne suis pas inquiète. Je peux parler de ma recette à moi. Moi, ma recette à moi. Oui, c'est ça que je vais entendre. C'est toujours, je sais quand les gens ont ça, il y a un peu l'estomac qui vire à l'envers, puis ça ne sera pas évident. Mais moi, je pense que dans le fond, on a un message en dedans de nous à partager, puis si on ne le fait pas, on enlève des opportunités à des gens de notre communauté d'y contribuer. J'ai toujours vu mon rôle comme étant un messager. Donc, si je suis là pour parler avec des gens, c'est parce que j'ai un message important, tout comme eux, ils ont aussi un message important à me confier. Puis souvent, les discussions vont entamer sur cette perspective-là. Un donateur ou un futur donateur ou un futur partenaire ou quelqu'un qui va nous aider à aller chercher d'autres donateurs, c'est quelqu'un avant tout, je vais m'intéresser, mais que je dois lui partager les opportunités qu'on a. Si on ne le fait pas, si on n'est pas prêt à... Si on va rester dans les coins de la salle, là, dans l'image d'une activité en présentiel, ça fait longtemps dans ma tête que je n'ai pas fait ça, là, mais dans le temps que ça se faisait, c'est sûr que ça peut être malaisant, mais en même temps, moi, je trouve que maintenant, ça ne l'est plus après autant d'années parce que je me dis j'ai quelque chose d'important à dire et je dois aller le partager, je dois aller voir des gens. Puis bien souvent, quand on le fait, ça crée une synergie. Ça m'est souvent arrivé dans des chambres de commerce que je suis membre, que je participe, qu'un membre me dit à un autre membre, « Hey, viens ici, viens entendre ce qu'il a à dire, je te vois là-dessus, moi, il cherche quelqu'un. » Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'avoir cette crainte-là inutile qui ne sert à rien parce que je pense qu'on a peut-être tendance des fois à dire on n'a pas un message aussi important, mais c'est faux. Il est extrêmement important, notre message, il faut aller le livrer. On est porteur de ce message-là dans nos organisations. Et Stéphane, tu as tout à fait raison. Il y a des conseils d'administration qui ne le valorisent pas assez ou des organisations qui ne le valorisent pas, mais ça devrait même être du temps dans votre agenda qui est obligatoire que vous mettez de côté pour faire cette activité-là aussi à chaque semaine, à chaque... Voilà. Julie, à toi. Je vais prendre la question autrement parce que j'accueille, moi, j'accueille les organismes à but non lucratif chez nous, puis on a tout restructuré, on a métamorphosé la chambre depuis 7 ans. Et entre autres, sur notre conseil d'administration, on s'assure d'avoir quelqu'un d'un OBNL parce que c'est important pour nous qu'ils puissent représenter également leurs besoins à eux autour de la table. Donc, pour moi, c'est évident que ces gens-là doivent être intégrés, doivent faire partie de nos membres. Ça, c'est indéniable. Puis quand on fait des événements en présentiel, ma gang et moi, on s'assure toujours d'essayer d'intégrer les nouveaux arrivants puis de les faire entrer en contact avec des gens qui pourraient éventuellement être dignes d'intérêt pour eux. Donc, on joue ce rôle, on s'est donné cette mission-là de rôle, évidemment, de rassembleur, d'interlocuteur, de courroie, de transmission entre les gens. Puis, vraiment, c'est un bon bassin pour eux
de futurs administrateurs, de futurs partenaires financiers. Ça, c'est sûr et certain. Puis, pour répondre à la question que j'ai vue passer, est-ce qu'on doit s'impliquer dans une chambre de commerce, même si locale, même si notre rayonnement dépasse ses frontières? Et c'est là aussi, je dirais un gros oui. Parce que, je vais donner un exemple. Ce n'est pas un organisme à but non lucratif. Par contre, c'est notre grand partenaire annuel depuis plusieurs années, qui est maintenant notre président depuis quelques mois. Lui, c'est le président d'Accès Location Plus. Lui, d'entrée de jeu, il a été membre de plusieurs chambres. Puis, notre chambre, il participe parce que, premièrement, il adore la chambre. Il trouve qu'on est dynamique, qu'on est différent, puis tout ça. Fait que pour lui, il m'a dit d'entrée de jeu, moi, ça ne m'apporte rien dans ma business. Je ne ferai pas plus de clients en étant membre de cette chambre de commerce-là. Par contre, je me sens une importance de m'impliquer là où mon entreprise a son siège social. Pour lui, c'est important de redonner aussi à sa communauté puis de faire partie de cette grande courroie de transmission-là que représente une chambre de commerce aussi. Fait que pour ça, je pense que c'est important. Puis c'est important aussi de soutenir les chambres de commerce parce que oui, on est un organisme à but non lucratif. Si vous avez votre siège social sur notre territoire, je pense que c'est une belle preuve aussi de solidarité envers votre communauté que de contribuer en étant membre. Puis en nous faisant bénéficier de ce que vous avez d'unique et de riche en termes d'expérience et d'expertise, on se nourrit de ça également. Voilà. Je vais même aller un petit peu plus loin. On va l'aborder au réseautage, puis en même temps, on va regarder la question de Gabriel et Daniel là, sur le niveau plus macro. Ces chambres de commerce, on est plus dans un niveau micro, très local physiquement, là, mais je voudrais revenir sur l'activité de jeudi passé qu'on a fait qui s'appelait Pause Connexion avec notre ami Guillaume de Perconnex. Je sais que j'en vois 2 au moins qui ont participé. Je pense que vous êtes 3 ou 4 qui étaient là jeudi. Participer à une activité de réseautage, dans certains cas, on peut le faire pour 2 raisons. Puis je veux que vous regardiez toujours les 2 raisons. Vous allez le faire pour votre organisation, mais ça se peut aussi que vous le fassiez pour vous personnellement. Je pense que c'est important des fois d'amener le 2e niveau qui est le niveau personnel. Parce que vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'idées, d'être capable de sortir de votre isolement comme DG, double isolement relié à la pandémie aussi, là. Ça, c'est un premier exemple que je veux amener. Le 2e exemple qui peut peut-être aider, c'est aussi des groupes de co-développement, que ce soit les nôtres, j'en ai parlé tantôt, que ce soit d'autres. Donc, d'être capable de se réunir avec des pairs qui, eux, peut-être que tu dis, ouais, mais un autre DG ne va rien m'apporter. Non, lui, il va peut-être connaître quelqu'un, mais il va surtout comprendre ta situation. Fait que le réseautage, pour des besoins personnels, puis là, je ne parle pas de réseau contact, là, ni de Tinder, là. Je parle vraiment des besoins professionnels, parce qu'on va s'entendre, là, il y a eu une époque où il y avait des événements de chambre de commerce qui ressemblaient plus à des matchs en dating que d'autres choses. Puis des fois, on vit ces situations-là dans certains types d'événements, il faut juste être là pour les bonnes raisons. Moi, je pense que c'est important d'en parler parce que à travers les années de réseautage, j'ai vu toutes sortes de choses, là. Puis donc, les groupes de co-développement sont aussi une initiative qui permet un certain niveau de réseautage. Et c'est surtout, moi, j'appelle ça un réseautage privilégié. Pourquoi je dis privilégié? C'est que les gens dans votre groupe, plus ils vont vous connaître, plus ils vont être à l'aise, soit de vous référer ou soit de vous référer des gens où ils seraient peut-être des fois et des réserves parce qu'ils ne sont pas trop sûrs, et ainsi de suite. Et l'autre chose aussi, c'est quand on arrive dans un niveau de relation, dans un groupe de co-développement de ce genre-là qui s'établit avec le temps, mais très souvent aussi, il se fait des partenariats entre les gens. Puis j'ai un exemple très précis dans un groupe qu'on a eu en Mauricie, notre premier groupe de co-développement, où un musée est devenu un site d'un festival suite à la rencontre d'un groupe de co-développement. Je pense que vous le preniez en considération aussi. Donc, tu sais, de tout ce qu'on dit, puis Guillaume, je vais te laisser en rajouter une petite couche après, là. Ça s'appelle sortir de chez vous, physiquement ou virtuellement. Je pense que, on a ajouté dans le chat là, un document que j'ai écrit il y a de ça, même déjà 2 ans, qui s'appelle Comment devenir un acteur de changement en 6 étapes. Puis une des étapes, c'est de sortir. C'est d'aller vous inspirer, c'est de rencontrer des gens, c'est d'établir des nouveaux contacts et de cultiver ces contacts-là. Ça, c'est la partie la plus difficile. Puis c'est ma prochaine question après avoir fini avec Guillaume, là.
c'est comment on fait pour réseauter quand on n'a pas de temps et on est pris dans les opérations jusque-là. C'est la prochaine question. Ben, non, tiens, je vais te laisser répondre en premier, Guillaume, sur celle-là, puis après ça, je vais être curieux d'entendre Jean et Julie. Ben, je peux répondre à tout ça en même temps, là, puis tu as raison, sortir. Vous avez tous déjà entendu l'expression être au bon endroit au bon moment. Là, ben, je peux vous annoncer maintenant que le bon endroit au bon moment, c'est rarement tout seul derrière votre ordinateur dans votre bureau. Les opportunités, il faut que tu vois du monde pour en créer, puis pour en arriver. Quand je fais mes formations puis mes conférences en réseautage, on a vraiment décortiqué tout ça. Puis on s'est aperçu qu'il y a quand même beaucoup de préjugés par rapport au réseautage. Tu sais, tantôt, on parlait de la vente qui est associée aux vendeurs d'assurance. Ben, le réseautage, souvent, malheureusement, puis je ne parle pas contre les chambres de commerce parce que j'y ai travaillé, c'est mes clients, je les adore et je les fréquente. Mais souvent, les gens vont associer le réseautage au fameux cocktail des membres avec un verre de vin, justement, où le vendeur d'assurance vient t'achaler. C'est pas juste ça du réseautage. Premièrement, la première chose que je tiens à dire, c'est la première chose que je dis dans tous mes groupes de réseautage, c'est que le réseautage, c'est pas de la vente. Le réseautage, ça peut te permettre de faire des ventes. Mais c'est pas juste ça, c'est tellement plus large. Nous, on décrit toujours le réseautage comme l'acte de te bâtir un réseau de contacts, rencontrer des gens avec qui tu vas bâtir des relations de confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura rien d'autre. Ça va s'arrêter là. Et ensuite, avec ces gens-là, tu t'aides à atteindre des objectifs professionnels. Puis parmi ces objectifs-là, tu peux avoir de la vente, mais tu peux avoir plein d'autres choses. Pensez à votre liste de choses à accomplir que vous avez devant vous, probablement sur le coin de votre bureau. Ben, votre réseau d'affaires peut probablement vous aider dans tout ça. Vous vivez des enjeux dans votre travail, vous avez des questions, vous avez besoin d'un conseil. Il y a des gens que vous allez rencontrer à travers le réseautage qui ont des connaissances, qui ont des contacts qui pourraient vous référer et qui pourraient vous aider. Alors, le réseautage, il faut le voir bien au-delà de la vente. Puis, de temps en temps, ça te permet de faire une vente, puis tant mieux. Mais il ne faut pas le voir juste pour ça. Donc, oui, aller dans le trafic. Puis, oui, vas-y, Stéphane. Je rajouterais là, la dynamique de recrutement, là, elle va devenir au centre du réseautage. Que quelqu'un soit capable, puis je vais donner l'exemple d'Amélie, qui est notre directrice des communications. C'est sa sœur que je connaissais dans le milieu de l'événementiel qui nous l'a référé. Elle dit « ma sœur, ça cherche quelque chose. » Fait que la dynamique, depuis le début de la rencontre, je parle de recrutement d'administrateurs, mais je parle de recrutement d'employés. Vos dynamiques de ressources humaines à moyen terme vont être énormément affectées positivement par votre présence dans vos différents réseaux. Puis vous allez voir ceux qui vont le faire, vous allez voir une différence. Pas des relations superficielles avec les autres, créer vraiment des relations de confiance, rencontrer du monde, échanger avec eux, essayer de les aider. Ils vont vous aider en retour. On revient à la vente que c'est essayer d'aider, mais ça se fait aussi à travers le réseautage. Puis ça change complètement notre optique du réseautage. Puis le deuxième point que j'aborde beaucoup dans les formations qu'on donne, c'est où réseauter. Parce qu'encore une fois, je parlais des fameux cocktails où tu rentres dans une salle, tu connais personne, c'est super intimidant. Moi, je fais une centaine d'activités de réseautage par année, j'adore ça, mais j'haïs les cocktails. Je suis comme vous. Il y a différents critères à évaluer lorsque vous choisissez où vous allez aller réseauter. Un de ces critères-là, c'est la structure de l'activité. Il y a des structures libres où des fois, tu rentres dans une activité, tu connais personne, puis là, vas-y, va parler à du monde, tout ça. C'est super difficile si on est un peu timide, si on connaît personne, d'arriver dans une place, puis d'aller se présenter, rentrer dans des discussions. Il y en a qui sont à l'aise, mais si vous n'êtes pas à l'aise, allez-y pas dans ces activités de réseautage-là. Puis à l'inverse, il y a des activités structurées où il va y avoir, tu parlais de co-développement tantôt, Stéphane, il va y avoir des animateurs qui vont vous guider, vous allez avoir des temps de parole, des tours où vous allez rencontrer des gens. Ben là, vous allez être guidé, vous allez avoir votre temps où vous allez pouvoir vous présenter, faire des contacts, on va vous mettre en contact avec des gens, souvent en plus petits groupes. Ça va être bien plus facile pour vous d'aller vous créer un réseau. Puis une fois que ça c'est dit, ben, que tu peux, puis une fois que tu vois le réseautage comme te bâtir des réseaux, rencontrer du monde, créer de la confiance, puis t'entraider, ben là, tu sors de la dynamique que le réseautage, ça se passe juste dans des activités de réseautage aussi. Quand tu disais faut sortir, là, ben, du monde, tu peux en rencontrer en faisant du bénévolat dans vos organismes, tu peux rencontrer du monde en siégeant sur un conseil d'administration, tu peux rencontrer du monde en faisant du sport, il ne faut pas que tu ailles leur faire de la vente. Tu sais, je ne me verrais pas l'activité de hockey de mes enfants samedi matin, essayer de vendre mes affaires à personne à côté de moi. Mais si la personne me raconte, écoute, on a perdu quelqu'un au bureau, puis j'ai un problème, je trouve personne, ben, je peux peut-être t'aider. Hey, lundi, je vais t'appeler, puis je vais t'envoyer quelqu'un. Ça change toute la dynamique, mais ça en est du réseautage, ça. C'est que j'aide une personne dans sa vie professionnelle avec un besoin qu'elle a. Alors, des fois, juste de débattre encore la barrière qu'on se met de dire, bon, ben, je vais aller dans une chambre de commerce avec un verre de vin, puis je vais aller parler avec des vendeurs d'assurance. Ben, si vous n'aimez pas ça, allez-y pas, mais faites du réseautage pareil.
Sortez dans le trafic, rencontrez du monde, essayez d'aider le monde, vous allez vous faire aider en retour, puis en bout de ligne, là, vous allez vous mettre à aimer ça. Puis j'arrive à ta question. Vous allez tellement aimer ça, puis vous allez tellement trouver ça utile que vous allez le prévoir à votre agenda à chaque semaine ou à chaque mois, des moments où vous avez besoin justement de vous recueillir, d'aller parler avec votre réseau, d'échanger, d'avoir une espèce de sounding board de gens qui ne sont pas vos employés, qui ne sont pas vos clients, qui ne sont pas votre CA, qui ne sont pas vos fournisseurs, des gens de l'externe avec qui vous pouvez jaser de ce que vous vivez comme gestionnaire. Puis eux vont vous donner des idées, ils vont vous parler de leurs expériences, ça va vous aider à évoluer, à réfléchir à des choses. Vous allez tellement aimer ça que vous allez le prévoir à votre agenda naturellement. Merci, Guillaume. Tu as en partie répondu, mais je suis curieux d'entendre Jean et Julie. Donc, comment on fait pour réseauter quand on n'a pas de temps? Jean? Faut faire du temps. Ce serait ça la réponse simple. Mais moi, je pense que c'est plus l'approche avec laquelle il faut voir le réseautage. Guillaume m'a fait un super bel énoncé, mais j'ajouterais peut-être 2 petits éléments. Je pense que l'élément de curiosité. Si on s'en va en réseautage en disant c'est juste moi qui vais aller vendre mes affaires, c'est une bien mauvaise approche à avoir. Moi, c'est beaucoup plus d'en apprendre sur les gens, de savoir pourquoi eux sont passionnés de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis c'est là où aussi les meilleures idées peuvent venir. C'est d'en apprendre davantage sur des gens qui ont aussi des choses à partager. Donc, c'est une soif de se nourrir. C'est la curiosité qui peut être vraiment intéressante aussi en milieu de réseautage. Puis le deuxième élément, c'est justement cette valeur ajoutée-là qu'on va aller chercher. Il ne faut pas y aller juste pour son propre bénéfice. Il faut vraiment y aller vraiment pour le bénéfice de tout le monde dans ces milieux-là. Puis Guillaume a raison, c'est pas juste les cocktails avec des vendeurs d'assurance pour prendre qui est là. Il y a plein de tribunes, il y a plein d'endroits, il y a plein de mouvements associatifs qui existent. Je regarde en philanthropie, dans notre univers, c'est pas ce qui manque. Là, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'associations. Trouvez celle qui vous plaît, rentrez dans un cercle d'échange. Il y en a qui c'est des forums de discussion qui sont là aussi perpétuellement. Vous allez avoir une chose qui va vous intéresser, mais il faut que ça soit réciproque. C'est vraiment mon commentaire là-dessus. La curiosité et la valeur ajoutée qui sont les pierres angulaires pour moi qui font en sorte que j'en mets du temps parce que je crois là-dedans. Julie? Excusez-moi. Oui, les deux. Je suis tout à fait d'accord. Pas que j'ai rien d'autre à ajouter, mais je vais parler pour mon clocher. Évidemment, une chambre de commerce, c'est pas juste des activités, des cocktails. Moi, là, quand je suis arrivée là, j'avais la même impression parce que j'avais été de l'autre bord. Moi, je veux dire, j'étais une industrielle, puis mon Dieu que ma chambre, elle voulait tout le temps que je vienne participer à des cocktails. J'étais comme, regarde, j'ai pas le temps de faire ça. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on invite nos membres à s'impliquer dans différents comités. On les consulte. Fait que, donc, on trouve d'autres moyens. C'est pas d'être snowrun, on trouve d'autres moyens pour leur permettre d'être ensemble, puis d'échanger entre eux sur des choses. Oui, le co-développement, ça, c'est super intéressant. On a des cellules d'affaires. Merci, Clan d'affaires également. C'est formidable en ces temps de pandémie. Ça, c'est virtuel, alors c'est formidable pour nous. Mais aussi, on a des rencontres avec un expert. Fait que là, on permet aux gens de rencontrer un expert, mais ils sont en groupe restreint, puis ils peuvent donc se découvrir, se connaître. Fait qu'après ça, quand tu arrives, les fameux moments où tu as des événements, mais ils vont reconnaître du monde qu'ils ont vu à tel comité, avec qui ils ont échangé sur la pénurie de main-d'œuvre avec l'expert X. C'est de créer, nous autres, en tout cas, on essaie toujours de créer d'autres moments où les gens peuvent échanger pour les aider à grandir aussi, à s'améliorer, pour les outiller. Fait à travers toutes ces façons de faire-là, pour réunir les gens, les mettre ensemble, les mobiliser sur des sujets en particulier, bien, ça fait en sorte que il y a encore une fois, il y a un échange authentique, sincère, les gens s'entraident, puis se parlent des vraies affaires. Fait que ça enlève le stress, ça en enlève une partie à tout le moins des fameux 5 à 7 où, mon Dieu, que c'est malaisant. Là. Fait que c'est ça, c'est d'être créatif pour les outiller. Fait que moi, je reviens toujours avec la même chose. Comment je peux faire pour les aider à être meilleurs, à passer à travers la pandémie? Comment on peut les aider puis les mettre en commun? Puis on voit des choses germer, puis des partenariats germer, des associations, c'est beau. Ouais. Mais c'est sûr que le meilleur conseil, c'est participer aux activités d'Espace OBNL. Je pense que je ne peux pas passer à travers.
Écoutez, je vais laisser, on va se garder une dernière question parce que je sais que je vais laisser 2-3 secondes pour que les gens puissent inscrire leurs questions dans la fenêtre de chat, là. Comment vous envisagez les prochains mois, puis qu'est-ce qui va avoir changé après? Jean? Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut garder de ce qu'on a vécu, c'est tout ce qui est technologique, puis tous les outils qui ont été développés, qui ont pris un essor incroyable. Je pense qu'il faut surfer là-dessus. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, ben, tardez pas plus tard. Ces outils-là sont là pour rester, il faut se le dire. Tant au niveau du réseautage qu'au niveau de nos outils de travail qui ont été bonifiés. Je pense que c'est la voie du futur. Ça nous permet de rejoindre des auditoires qu'on n'avait pas non plus accès auparavant. Pratiquement tout le monde a un appareil intelligent entre les mains. Puis je pense que la technologie fait en sorte qu'on est en mesure pour les prochains mois, mais je dirais même pour les prochaines années, à véhiculer nos messages, à réseauter. Puis il faut capturer c'est quoi ces opportunités-là. Plusieurs tardent à le faire, plusieurs tardent à évoluer, mais je pense que c'est un sérieux risque si les gens n'emboîtent pas le pas. Moi, je regarde dans mon organisation, on essaie de communiquer plus efficacement avec d'autres générations qu'on ne rejoignait pas, les plus jeunes surtout, puis d'adapter nos messages, puis de faire en sorte qu'on va créer de l'engagement, puis qu'on va réseauter avec ces gens-là qu'on ne le faisait pas auparavant. Donc, c'est ce que je retiens beaucoup aussi pour le futur, puis naturellement, de garder le cap sur la vision qu'on a développée, puis de faire en sorte qu'on ajuste selon les circonstances notre vision. Dans le milieu, on peut penser événementiel, tout ça. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça ne va pas revenir? Il y a des risques encore. Ce n'est pas parce qu'on déconfine qu'on va être en mesure encore de tenir des grands événements. Donc, il faut se diversifier. Puis ça, je conclurai avec cette note-là que ceux qui ne se sont pas diversifiés en philanthropie dans des autres secteurs, ça peut être aussi un risque important pour les organisations. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas survécu la pandémie parce qu'ils ne sont pas diversifiés. Donc, il faut se diversifier, il faut regarder comment la technologie peut nous aider à ce niveau-là, puis c'est de l'essai et de l'erreur, mais il faut oser. Julie? Ben oui, c'est tout à fait ça. Il faut garder une flexibilité dans notre façon de faire, garder une légèreté aussi à travers tout ça autant que possible. Donc, d'admettre qu'on n'est pas, d'admettre qu'on est tous dans le même bateau déjà d'entrée de jeu, pas que ça facilite, mais en tout cas, à tout le moins, ça rend les échanges avec nos partenaires et avec nos membres aussi plus sincères, là. Fait que, puis, ajuster, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a 2 ans de pandémie en arrière de nous. On tient un gala aux 3 ans. Puis habituellement, c'est à la fin novembre. Là, on ajuste notre calendrier en fonction de ce qu'on croit détecter qui est comme le virus se comporte de telle façon. Fait qu'on a devancé notre gala au début mi-octobre. Parce qu'habituellement, quand le yard est aux vaches, ça reprend plutôt à partir de novembre. Fait qu'on essaye d'ajuster puis de moduler notre calendrier. On a réduit aussi le nombre d'événements. Ça, on l'a déjà fait pour le calendrier 2021-2022. On avait réduit notre nombre d'événements à 1 par mois en présentiel. Puis la balance, on venait nourrir ça avec les outils technologiques, ce que ça nous permettait de faire. Puis en terminant aussi, moi, les outils technologiques, ils m'ont permis de développer une meilleure communication avec mes employés également, avec mon conseil d'administration. On suit maintenant tout un Monday pour voir toutes les tâches qu'on a à faire. Fait qu'on communique. On communique à travers Slack aussi pour ne pas le nommer. Fait que ça nous a mieux structuré encore. On bénéficie de ça, puis on ne va pas s'en départir une fois que la pandémie va être officiellement derrière nous. C'est des bons outils pour gérer nos communications. Merci, Julie. Je vais juste, avant de finir avec toi, Guillaume, une petite question qui est venue sur LinkedIn. La question, c'est est-ce que la carte d'affaires est toujours in ou est-ce que LinkedIn est la plateforme privilégiée pour garder nos contacts? C'est juste que vous gardiez une chose en tête. Une carte d'affaires, ça vous attache à un lieu physique. Puis là, quand on ne réseaute pas avec l'ADG de la Chambre de commerce. On réseaute avec Julie ou avec Jean. Le LinkedIn va vous permettre de continuer à être connecté même si la personne change d'organisation.
Puis ça, je pense que c'est peut-être l'élément le plus intéressant, c'est que si la personne tient son LinkedIn à jour, vous allez l'avoir évolué. Puis peut-être que le nouvel emploi que cette personne-là va occuper va devenir encore plus d'actualité pour vous. Ça va vous permettre d'aller chercher de nouvelles opportunités. Fait que moi, je vous dirais que la carte d'affaires n'est pas mauvaise. C'est pas, on les utilise encore de temps en temps, mais il faut ramener ça à vraiment l'idée de réseauter avec la personne et d'être capable de la suivre, que ce soit sur LinkedIn. Certains réseautent encore sur Facebook aussi. Ce n'est pas mauvais non plus. Je pense que les deux outils peuvent être utiles, mais LinkedIn est vraiment un outil qui nous permet de mieux utiliser les réseaux de contacts et de savoir où les gens sont rendus et qui connaît qui aussi. C'est intéressant aussi. Fait que vous avez tout intérêt à tenir vos LinkedIn à jour. Puis, soyez conscients, là, c'est très, 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 je vais appeler ça sneaky en français, là, mais quand vous laissez un message à quelqu'un où vous n'êtes pas trop sûr de quelque chose, là, comme là, je viens de voir 2-3 commentaires de Daniel. Là, Daniel, il vient de me dire, c'est qui ça, Daniel Poulin-Galant? Là, je suis allé sur LinkedIn, je suis allé voir c'est qui. J'ai fait une demande d'amis. Tu ne seras pas surpris, Daniel. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens vont vérifier ça avant même de vous avoir parlé aussi. Ça, il ne faut pas le négliger. Guillaume, l'avenir avant qu'on finisse? Ben, que ce soit en virtuel ou en présentiel, parce qu'il va sûrement encore avoir des variations. Si on veut boucler la boucle, là, sortez, allez rencontrer du monde, peu importe la manière, essayez de créer de la confiance, d'être authentique avec les gens, puis de les aider, vous allez vous faire aider en retour. Mais surtout, il faut faire des suivis une fois que c'est fait, parce que l'acte de créer un contact, c'est la partie facile. LinkedIn, c'est un super outil pour rester vivant, parce que vous avez sûrement tout plein de monde en tête que vous avez déjà croisé 15 minutes dans une activité, puis c'était une super belle discussion, mais vous ne pourriez pas vous redire leur nom, où ils travaillaient, puis vous ne leur avez jamais reparlé. Donc, la clé de la vente ou de se bâtir un réseau, c'est de faire des suivis, et là, les outils technologiques virtuels, souvent, sont plus faciles pour faire ces suivis-là que même quand la rencontre initiale a eu lieu en présentiel. Pour finir là-dessus, dans le futur, écoutez, moi, je vois deux catégories de personnes qui se dessinent, là. Il y a des gens qui ont vraiment hâte de revenir en présentiel puis qu'ils aiment ça. Puis souvent, ils sont très vocaux, là. Ils doivent vous appeler en disant « je suis tanné du virtuel » et tout ça. Gardez en tête quand même qu'il y a aussi une gang qui sont peut-être plus silencieux puis qui sont bien à l'aise avec le virtuel. Ils ont des enfants, puis c'est plus facile. Puis tout ça. Il y a aussi cette gang-là qui, des fois, sont moins vocaux. Ça fait que peu importe ce que vous choisirez dans tout ça, là, les gens vont avoir des préférences. Des fois, ils vont aimer un, ils vont aimer l'autre. Mais si vous êtes dans un contexte de développement d'affaires, de vente, dites-vous que ce que vous préférez personnellement, ça n'a pas toujours d'importance si vous essayez de convaincre une personne. Intéressez-vous à la personne devant vous. Toi, est-ce que tu es à l'aise d'aller au restaurant? Même si vous avez très hâte, peut-être que l'autre, ça le rend mal à l'aise, puis vous allez vous mettre un bâton dans les roues en partant, là, en la forçant à venir vous voir en présentiel au restaurant. Et l'inverse aussi, peut-être que si vous faites que proposer des réunions virtuelles, vous cherchez à recruter quelqu'un pour votre CA, ben peut-être que lui, il est écœuré des réunions en virtuel puis qu'il aimerait ça s'asseoir avec vous. Donc, prenez l'habitude de demander à la personne, hey, qu'est-ce que tu préfères, avec quoi tu es plus à l'aise, puis adaptez-vous à cette personne-là. Ça va aider justement à créer cette première relation de confiance-là, puis à établir des bonnes bases au début. Peut-être qu'éventuellement, ça va évoluer, puis vous migrerez du virtuel au présentiel. Mais pour l'avenir, moi, c'est vraiment ce que je vois là. Il va y avoir deux catégories, puis il va falloir qu'on navigue là-dedans en écoutant les gens et en respectant ce qu'ils préfèrent. Alors, puis autant pour vos activités. Il va y avoir des gens qui vont préférer du présentiel, du virtuel, il y a des formats hybrides, il y a tout. Mais l'idée, c'est que ça va rester, là, ces deux catégories-là, avec des gens. Il y a des gens au milieu que les deux ne leur dérangent pas, mais il y a quand même deux extrêmes là, à considérer qui vont rester pour la suite. On a une belle période flottante où ça va encore se redéfinir dans les prochains mois. Là. C'est clair que on ne revient pas à avant, on va créer quelque chose de nouveau, c'est clair. Écoutez, un gros merci pour vous de votre contribution, toutes les trois. L'enregistrement va être disponible sur notre chaîne YouTube comme tous les autres rendez-vous d'ici quelques semaines, si vous voulez le réécouter. Si vous voulez le partager aussi. Des fois, il faut le partager à son équipe, des fois à votre CA pour que lors de votre prochaine négociation et d'évaluation, vous soyez capable d'intégrer un plus gros compte de dépenses. Parce que oui, ça vient avec des dépenses, le réseautage aussi. Il faut être conscient. Puis ça, on n'a pas parlé ce matin, mais je pense que c'est important aussi. Donc, la dernière question de Marilyn pour LinkedIn. Écoute, des ressources en ligne, il y en a des tonnes, malheureusement. Quand je dis malheureusement, c'est que des fois, on ne sait pas trop quoi choisir. C'est peut-être quelque chose qu'un sujet qu'on pourrait aborder à l'automne.
faire une formation là-dessus. Il en existe quelques-unes, puis je pense que notre formateur, Frédéric Gonzalo, qui est notre gars du numérique, il y en a déjà une, si ma mémoire est bonne. Donc, on va l'approcher, on va voir pour la programmation d'automne. Sur ce, je vous souhaite un bon pelletage, parce que on n'a pas affronté l'hiver, mais elle est encore là. Et j'ai bien hâte de vous revoir dans l'autre prochaine activité qu'on a dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Bonne fin de journée à tous. Bye bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.